faire de ces terres incultes, de ces landes desséchées, de ces plaines désertiques, des provinces fertiles et verdoyantes, c'est le problème qu'un miracle seul peut résoudre. Ce miracle, c'est l'eau. Faites jaillir l'eau et vous verrez le désert disparaître. L'Algérie, avec ses oueds aujourd'hui brusquement remplis et coulant en torrents, demain totalement desséchée sans avoir eu le temps d'imbiber les terres avoisinantes, tient suspendu à ce problème crucial ses possibilités d'avenir et les conditions mêmes de sa vie. Ou bien la sécheresse régnera en maîtresse sur des terres irrégulièrement irriguées et l'Algérie gardera d'immenses étendues déshéritées où vagueront seulement de maigres troupeaux à la recherche de mélancoliques pâturages, ou bien l'eau coulera. Ou bien dans les terres du Sud, les saisons sèches continueront à faire tarir les puits les plus profonds, faute de ressources d'eau suffisantes, calamité qui naguère apportait la désolation et la mort aux troupeaux et réduisait à des famines de plusieurs années les tribus errantes. Ou bien, à la place de ces secours d'urgence organisés par l'administration et qui se traduisaient par l'envoi au point menacé de camions-citernes, l'eau se maintiendra en permanence, assurant la vie des transhumants et peut-être même la fixation des anciens errants. De tout temps ici, les peuples ont cherché la solution du problème. Les moyens mis en œuvre étaient minces, les résultats ne pouvaient être que minces. Que pouvait apporter le puits primitif plus ou moins profond? Que pouvait apporter la pauvre industrie d'un homme et d'une mule aux besoins de leur terre? Que pouvait apporter la noria, pittoresque instrument au lent débit, à l'éternelle demande d'un sol assoiffé? Pourtant, ce furent aux temps anciens, avec ces misérables moyens, que les hommes de ce pays durent répondre aux impérieuses nécessités de leur soif, de la soif de leurs troupeaux, de la soif de leur sol. Sans doute, depuis 1856, grâce à l'initiative du général Devaux, l'établissement de puits artésiens a pu grossir le nombre des oasis et fixer des populations jusqu'alors nomades, mais la portée de pareils efforts demeurait nécessairement réduite. Seuls pouvaient être cultivés autour de ces points d'eau d'étroites lentilles de terrain, îlots de verdure circonscrits aux possibilités des sources, et dans lesquels la végétation abondante au centre, où la terre pouvait s'abreuver largement, s'espaçait rapidement de plus en plus appauvrie avec l'éloignement de la source centrale pour faire bientôt place au désert. C'est seulement au XIXe siècle, après l'arrivée des Français, qu'on s'attaqua résolument au problème de l'eau. De cette époque datent les constructions de Fergoug et Relizan. Mais ces barrages du siècle dernier, malmenés par les crues brutales, les affouillements et les apports de limon, dus au régime torrentiel des eaux, ont vu décroître l'importance de leur rôle. Actuellement, ils ne font plus office que de barrages de retenue. Mais le chemin de l'avenir était dès alors tracé. En 1920, le programme de l'eau se trouvait établi. Un vaste ensemble de constructions était prévu qui devait donner à l'Algérie, par un gigantesque système de barrages et de réseaux d'irrigation, à la fois de nouveaux domaines agricoles et les ressources de force électrique dont elle était jusqu'alors parfaitement dépourvue. Chaque barrage assurerait la fertilisation d'une nouvelle contrée. Chaque barrage serait un nouveau bastion gagné sur le désert, sur la famine et sur la misère. L'ampleur et l'importance de ces ouvrages dissimulent peut-être un peu trop la somme de travaux et de peines qui furent ou qui sont nécessaires à leur construction. Exemple éclatant, les gorges de Kherrata, ces chaotiques défilés où les Français tracèrent en 1864 cette route vertigineuse, ont vu s'élever bloc par bloc, assise par assise, un nouveau barrage qui permettra d'exploiter rationnellement les ressources hydrauliques de l'oued Agriour.